Faut savoir élargir ses horizons. Facile de voir quand on porte des œillères. S'informer pour voir repousser les frontières. Savoir élargir ses horizons. Se permettre de croire que tomber les barrières. Savoir élargir ses horizons. Pour faciliter les choses, pour se familiariser, pour comprendre les théories et décomposer les idées, pour intégrer les principes d'une nouvelle réalité, pour simplifier le contexte, décomplexifier le complexe, pour décoder, vulgariser, pour parfaire nos connaissances et partager nos pratiques, pour amadouer la techno, harmoniser la technique, cesser de penser en silo pour s'émanciper du mythe. Faut savoir élargir ses horizons. Faut savoir agir entre deux fins de mois. Considérez-vous comme salué et bienvenue à un autre bel épisode du podcast 2FM, Entre deux fins de mois, le podcast de l'industrie, des professionnels de l'industrie automobile du Québec, un endroit où on se réunit, où est-ce qu'on va prendre le temps de s'asseoir, d'échanger, de partager pour se regarrocher dans la fin de mois, pour être prête dans l'autre fin de mois. J'ai un privilège exceptionnel et je ne vais pas la faire attendre. Michel Blanc comme invité aujourd'hui. Michel, bienvenue. Bonjour. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de ce barbu inconnu qui va parler de sujets de marketing. Une chance qu'on a le marketing comme sujet. Blague à part, une connaissance commune. Je vais prendre 30 secondes, Michel, avant de te donner la parole et puis de me délecter de ta folie et de ta sagesse, qui est souvent ensemble, pour faire une petite introduction pour les auditeurs qui n'auraient pas eu le privilège d'apprendre à te connaître. Je prends un petit résumé de ce qu'il y avait un peu partout, là. Michel, tu es premièrement associé principal chez Analweb. On va commencer avec ça. Tu es impliqué dans des nombreux mandats d'analyse, de stratégie, des conseils de gestion, marketing Internet pour un large éventail de secteurs. Consultante, conférencière, auteur, médias sociaux, marketing de contenu, stratégie web, intelligence artificielle de plus en plus encore dans les dernières années. Tu es une des premières titulaires de la maîtrise en sciences, commerce électronique avec une spécialisation en gestion au Canada. Enseigne au HEC, Montréal, le marketing entrepreneurial, et tu me reprends au fur et à mesure si je fais une erreur, et le marketing numérique à l'Université de Sherbrooke, le blog michelblanc.com, qui est classé comme un des plus influents. Tu as de nombreuses publications, tu as reçu des honneurs, les livres, médias sociaux 101, 102, co-auteur, tu as déjà une biographie. Bref, c'est un privilège de t'avoir. Et dans tout ça, ce qui a fait que j'ai eu le plus envie de t'avoir, il y a 3 affaires qui revenaient, puis ta bio Insta le résume bien. Inspirer les organisations à mettre l'humain, la passion et le partage de connaissances au service des conversations numériques, un individu à la fois. Le côté humain, authentique, empathique, vulgarisation, pas la langue dans sa poche, puis humour. C'était le package parfait pour te recevoir. Michel, j'espère que je ne me suis pas trop trompé. Non, c'est parfait, c'est bon. J'ai essayé de couper pas mal dans le gras. Michel, je sais que tu as été par le passé, puis on n'aura pas de clients ou de références directes, mais impliqué dans notre magnifique industrie automobile. Tu as eu des mandats. De mémoire aussi, c'était Adviso, si je ne m'abuse, que tu avais fondé, qui était, j'ai par le passé dans le domaine automobile, était avec... Tu connais l'industrie automobile, tu as probablement encore des mandats ici et là dans notre industrie. Il y a eu... je sais que tu as beaucoup de demandes peut-être, alors là, c'est les choix, mais blague à part, il y a une grosse nouvelle, une actualité qui a piqué ma curiosité, puis je voulais me servir un peu de cette excuse-là pour avoir la conversation avec toi sur notre industrie. Il y a Trader, qui a été vendu à Autoscout 24, qui... en fond, Trader avait déjà été vendu à une compagnie, c'est des firmes de management. Et puis là, la firme de management a vendu un autre firme de management. Je mets la table avec ça, Michel, le Trader, cette vente-là, puis un peu ça touche un peu à l'histoire dans notre industrie. C'est quoi ton ressenti par rapport à ce type de transaction-là pour nous autres au Québec? Je suis content pour ceux qui les ont achetés. Je suis triste pour les concessionnaires automobiles. Moi, quand je regarde l'industrie automobile, ça me rappelle l'industrie hôtelière il y a 20 ans. OK. Il y a 20 ans, les hôteliers étaient trop poches pour être efficaces en ligne. Alors, on laissait rentrer les hôtels.com, les de ce monde.
pour prendre leur place en ligne. C'est vrai. Puis là, ils disent, ah, ben là, tu sais, pas de trouble, je vais avoir un petit site web boboche, puis je vais vendre mes chambres sur Hotel.com, TripAdvisor, Expedia, etc. Mais là, à un moment donné, c'était un petit pourcentage qu'ils demandaient, puis là, le pourcentage, il grossissait, il grossissait, il grossissait. À un moment donné, c'était plus payant, là, ces intermédiaires-là. Et ce qui est encore pire, c'est que c'est les intermédiaires qui avaient maintenant le contrôle du client. C'était plus l'hôtelier. C'est vrai. Parce que l'intermédiaire, il y a toutes les données personnelles du client qui transigent. Puis lui, il peut faire des rappels, puis il peut continuer, puis il a le contrôle du client. Fait que ça a été une grosse pente à remonter pour les hôteliers qui reprennent le poil de la bête, qui reprennent leur position sur le web. Et finalement, ben, là, les hôtels.com, ils nous laissaient les chambres les moins alléchantes de l'hôtel pour garder les meilleures chambres pour leurs clients, eux autres, ceux qui transigeaient directement avec l'hôtel. Okay? Ça, c'était l'histoire il y a 20 ans. Pas nouveau, là, tu sais. Puis cette transition-là n'est pas finie, hein, Michel, si je me permets. Là, tu parles de l'hôtellerie. Cette bataille-là, cette guerre-là n'est pas terminée encore pour eux. Là. Non, parce que 20 ans plus tard, bien évidemment, les Expedia de ce monde ont pris tellement d'ampleur que là, tu te bats contre des géants. Et pire que ça, tu te bats contre des gens qui font de la pub sur ton nom à toi et qui souvent sortent avant toi dans Google. Mais ça, c'est de la faute des hôteliers qui ont laissé l'écosystème dégénérer à ce point-là. Mais disons qu'il y en a qui tirent quand même très, très, très bien le épingle du jeu au moment où on se parle. Peux-tu me permettre, Michel, parce Oui. que tu sais, Google, que je t'entends souvent parler aussi, qu'on aime beaucoup d'amour, tu sais, ce que tu dis là, puis moi, ça me choque à chaque fois. Je voyage beaucoup au Québec, là, j'ai beaucoup à réserver des hôtels et je me fais un honneur d'aller toujours sur les sites officiels. Et putain, Michel, j'ai de la misère à trouver le site officiel parfois. Hein? On va sur la fiche Google My Business, Google Mon Entreprise de l'hôtel. Puis là, tu as les 28 annonces. C'est-à-dire que Google, ils priorisent les Expedia, les hôtels. Puis là, en bas, tu as quelque part un petit site officiel. Google ne fait rien pour favoriser l'accès direct. Non, son intérêt, ce n'est pas d'aider les hôteliers. Son intérêt, c'est de faire du cash. Ben là, si on revient au secteur automobile, c'est encore la même affaire, mais pire encore. Parce que là, c'est encore pire parce que au moins les hôteliers, leur site web poche, c'est eux autres qui le faisaient. Aujourd'hui, les sites web poche des concessionnaires, c'est même pas eux autres qui le font. Et pire, ils n'ont même pas le contrôle de ce qu'ils payent. Parce que quand tu vas voir le gestionnaire de contenu du concessionnaire qui a été fait, disons, par Auto Trader ou Auto 123 ou un autre de cette gang-là, il donne l'interface de gestion de ton site web est barrée. Ce qui fait que toi, tu voyais qu'une portion de toutes les potentialités normales que n'importe qui se fait son site web a. Alors, si tu veux rajouter un spécial, ben là, il faut que tu appelles ton fournisseur, tu dis, hey, je veux faire un spécial. Ah, on va te faire ça, ça va te coûter 3000 $. Écoute, de quoi qui prend 15 secondes là, à activer, qui est déjà dans l'outil. Toi, tu vas payer 3000 $ pour activer, pour faire un spécial. Hein? On s'entend, là, déjà, c'est du vol. En plus de ça, ben là, ton client, c'est plutôt qui a le contrôle. Là. Puis là, en plus de ça, ton site web, il est poche, puis il est plus que poche. Tu sais, quand tu arrives sur les sites web, là, as-tu déjà remarqué que le service, tu as une page avec un numéro de téléphone. That's it. Et pourtant, on s'entend. Je n'embarquerai pas là-dedans, c'est dans mes affaires depuis des années. C'est probablement ce qui est le plus payant pour les concessionnaires, pour le service, puis entretenir le client. Mais là, il y a une page avec un numéro de téléphone. Appelle. On a mis une affaire pour prendre des rendez-vous. On s'est amélioré dans les années. Prise de rendez-vous en ligne. Encore là, le rendez-vous, c'est pas toi qui le prends, c'est ton fournisseur qui le prend, qui prend toutes les données. Exactement. Ou le manufacturier. Ou le manufacturier. Puis après ça, toi, tu as des chars usagés à vendre. Il y en a combien qui ont des chars usagés à vendre sur le site web? Non, il faut que tu passes par AutoWebdo qui appartient à Twitter. Après ça, ton CRM, tu as un CRM pour gérer tes clients, mais il ne t'appartient pas non plus. Puis toutes les données qui sont dedans, il les a aussi. Qu'est-ce qu'ils font, AutoWebdo? Ils vendent des chars. Puis là, toi, tu payes pour vendre ton char, tu payes un méchant prix parce que c'est eux autres qui ont le contrôle de ta patente.
ça, là, on parle de tout l'environnement technologique. Tu as fait un beau résumé un peu de l'écosystème et des quelques composantes, puis c'est une belle réalité. C'est même pas fini, là. L'aspect technologique, là, tu payes un prix exorbitant, plus que n'importe quelle autre industrie, pour donner tes clients à quelqu'un qui te compétitionne directement. Déjà, là, il me semble que ça ne prend pas la tête à Papineau. Je me prends, Michel, là, 2 secondes pour faire une parenthèse parce que là, tu as dit énormément d'affaires, puis je vais y revenir à certains points, mais tu as résumé beaucoup ce que les concessionnaires vivent, puisque beaucoup de gens ne réalisent pas. Le site web est loué. Ils ne sont pas propriétaires du site web. Il est loué. Ils ont 5-6 fournisseurs avec qui ils peuvent faire affaire qui sont approuvés par le manufacturier. Quand tu dis qu'ils sont poches, qu'ils ne sont pas beaux, je ne dirais pas que je suis d'accord ou pas avec toi. Je suis d'accord, moi, qu'ils ne sont pas fonctionnels, qu'ils ne sont pas ce que ça devrait être moderne, mobile first, comme d'autres sites. Mais le manufacturier donne des directives, donne des contraintes pour qu'ils soient approuvés. Il loue le site web. L'inventaire leur appartient quasiment pas. Puis ça, c'est un point que tu viens de soulever. Les véhicules d'occasion, c'est un peu dans l'historique. Les concessionnaires automobiles ne savaient pas que la valeur sur le web, c'était un inventaire, un véhicule, un numéro de série. C'était ça qui avait de la valeur. Fait que là, il y a eu des marketplaces qui ont syndiqué l'inventaire. Ils ont mis ça sur leur site. Ils ont mis à copie sur le site des dealers. Ils tirent le trafic. Le dealer paye beaucoup d'argent pour vendre ses véhicules sur les marketplaces. Ainsi va la vie qui tourne. Il y a énormément d'argent que le concessionnaire va sortir, qui pourrait peut-être être évité ou diminué énormément, puis qui ferait qu'il ne vendrait pas moins de véhicules, puis le consommateur aurait un aussi bon service. Il y a un paquet de détails. Là, tu parlais de CRM, de données. Tu étais rendu là que les données, ça, c'est l'autre point très majeur. Ils ne sont pas propriétaires de leur base de données. Mais avant d'arriver là, on va continuer. Là. Justement, tu parlais des concessionnaires. Mais le concessionnaire, ça en a fait. Le concessionnaire ne connaît rien là-dedans. Le concessionnaire, au lieu de contrôler la vie de son client, il donne ça, encore une fois, à l'externe. Puis là, il va certifier des fournisseurs qui sont des gens externes, qui sont aussi des compétiteurs du concessionnaire. Puis après ça, tu as l'association des concessionnaires. Puis là, après ça, ils vont dire, pire que ça, on va gérer la pub à ta place. Puis là, toi, tu vas payer une fortune pour faire de la pub sur Google et tu vas te battre contre les gens. Mettons, là, on va dire, là, je ne sais pas, la ville de Montréal. Okay? On va prendre Ford. Mais là, toi, tu vas te battre, mettons, tu es Ford Châteauguay, puis tu as Ford Laval. On s'entend qu'entre Châteauguay et Laval, là, si tu es à Montréal, tu t'en fous, tu peux aller à un ou à l'autre. Mais là, ils vont se battre pour le même client. Puis ils vont payer de la pub pour se compétitionner entre eux sur le même territoire. Puis après ça, là, il y a toute la question de la durée de vie du client, que là, oublie ça, ça n'existe même plus. Là. Non, là, on ne parlera pas de lifetime value customer, parce qu'on n'est pas là du tout. Hein. Bien que les gens comprennent. Là, okay? Mettons que moi, je m'en vais m'acheter une Passat. OK? Bon. Ben, peut-être que dans 5 ans, je serais mûr pour une Mercedes. Ça, je fais plus de cash. Puis là, bon. Mais là, toi, là, il y a peut-être moyen que tu diriges ton client vers un produit qui serait plus haut de gamme, mettons, dans ta gamme à toi. Parce que là, tu sais qu'il fait plus d'argent. Là, si tu achètes un modèle vraiment économique, la question, c'est pour qui il l'achète? L'achètes-tu pour lui ou il l'achète pour sa fille qui vient de rentrer à l'université? Et voilà. Toutes ces données-là, là, c'est fou comment est-ce que ça a de la valeur là-dedans. Ça te permet de faire la deuxième, la troisième, la quatrième vente. Puis évidemment, il y a toute la question du service aussi, là. Les rappels, etc. Bon, c'est le temps de faire. Bon, ça, c'est pas pire parce que les manufacturiers, avec les applications des manufacturiers, ça commence à s'automatiser. Puis là, c'est encore pas si pire, ça. T'sais? Mais sur le web, les concessionnaires, puis évidemment, il y a une grosse culture du vendeur. Le vendeur. On va donner un salaire à tomber sous le pied au vendeur, puis on a l'impression que le vendeur, là, c'est le bas de la marde, alors que le consommateur s'en crisse du vendeur. Le consommateur, ce qu'il veut, c'est un véhicule au meilleur prix possible. Il veut vivre une belle expérience pour acquérir son véhicule, que ce soit simple. Il ne veut pas se faire chier, puis il ne veut pas rentrer dans un magasin où est-ce que quelqu'un niaise, puis il faut que j'aille demander à mon directeur, je ne peux pas te baisser le prix, puis te donner un tapis. Puis... Non, regarde, ça, là, ça fait longtemps que c'est fini. Puis je veux dire, le modèle, on le voit, Tesla. Tesla, là, tu achètes en ligne, tu t'en vas là, tu as ton char, puis
Il n'y a pas de tatouinage, puis il n'y a pas de je vais aller voir un autre, un tel, puis un tel. Puis Tesla a le contrôle de son web, de A à Z, a le contrôle du rappel des clients, a le contrôle de la communication de A à Z. Maintenant, ça, on revient à la question là, de la publicité. Là. En plus de te faire fourrer par ton propre concessionnaire qui va absolument tout contrôler, la pub en ligne, c'est de la merde. Ben, je vais faire une parenthèse là-dessus. Oui, je veux t'amener là, Michel, parce que je mets le topo rapidement. Là, puis, tu sais, peu importe l'agence ou le fournisseur, j'embarque pas là-dedans. Ils font tout du mieux qu'ils peuvent. Puis bon, la patente, c'est que tout le monde joue avec Google, on va dire, et Facebook, Meta. Hein, on parle des deux gros écosystèmes où il y a des dollars qui se dépensent pour vendre des autos. Là. Mettons Google, tu l'as dit tantôt. Il y a beaucoup d'argent qui se met pour vendre des véhicules d'occasion. Il y a beaucoup d'argent qui se met pour vendre des véhicules neufs. Tu as 50 dealers ou 30, 40, 50 dealers dans la grande région de Montréal qui vont se faire une folle enchère. Ils ne savent pas. Il y a des agences, il y a le manufacturier, il y a de la coop. Il y a juste Google et Facebook qui s'enrichissent là-dedans. Puis on n'a même pas parlé de la fraude et de points techniques, de c'est quoi la vraie valeur des données du Google Analytics. Mais je veux t'entendre là-dessus. D'un point de vue du concessionnaire, parce que j'essaye aussi d'allumer des lumières. Je ne dis jamais que les agences sont mal intentionnées ou ne sont pas bonnes. Tout le monde fait ce qu'il peut avec ce qu'il y a. C'est Google qui contrôle. Moi, je le dis. Attends. Je fais une précision. Je suis toujours positif et tant que je n'ai pas fait mon analyse et que je n'ai pas regardé, je ne le dis pas, je fais toujours confiance jusqu'à preuve du contraire. Sauf que ceci étant dit, quand il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail dans l'écosystème, je ne me gêne pas pour le dire et le mentionner, puis probablement comme toi. Non, mais les agences, là, souvent, ils sont poches. Puis c'est pas parce que c'est pas mal intentionné, parce qu'ils ne savent pas. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est quoi la différence entre moi qui ai une maîtrise scientifique en commerce électronique, puis quelqu'un qui a un cours de programmation HTML au cégep? Ben, c'est comme moi, Michel, prends-moi comme exemple. J'ai fait un deck en génie électronique, de la programmation de ces affaires-là. Ça fait 25 ans que je suis dans mon industrie automobile. Ça fait 25 ans que je suis autodidacte en marketing numérique, que j'apprends plein d'affaires, mais je n'ai pas les études, les connaissances que tu as. J'ai un bon bagou parce que ça fait 25 ans dans mon domaine, je connais l'environnement. Je ne me prétends pas expert comme toi, tu vas pouvoir je ne vais pas dire le prétendre, mais l'être. Je n'ai pas cette expertise-là, je n'ai pas ces études. Puis, comme d'autres amis aussi, je n'ai pas continué à faire des études dans des universités américaines. Mais il y en a qui ont encore moins de connaissances d'expérience, ça fait 2-3 ans. Puis là, ils se retrouvent à gérer des 50, 60 campagnes de Google pour des concessionnaires avec les ordres de Google et des agences, avec les métriques, avec de la vraie expertise comme dans le temps, quelqu'un qui va monter une campagne à la main puis qui va l'optimiser puis jouer avec de toute façon, on ne peut quasiment plus. Google nous a tout enlevé les contrôles qu'on avait. Penses-tu qu'il y a encore une possibilité aujourd'hui pour des agences qui seraient bien intentionnées de vouloir faire bien avec Google comme outil, ou si on part du fait que Google, déjà la fraude puis tout ce qui en est? Bon, je vais te répondre ça, je vais te répondre ça de différentes façons. Ouais. Et d'un, effectivement, quelqu'un peut avoir rien qu'un cégep puis être vraiment hot. Mais c'est quoi la différence? Je veux dire, le client, il ne sait pas qu'est-ce qu'il achète. Là, demain matin, là, toi, tu te proclames expert du web. Ouais. C'est vrai. Bon, puis c'est quoi ton background pour dire que tu es un expert du web? C'est aléatoire, OK? Moi, j'ai une maîtrise scientifique, j'enseigne à HEC. Je dois être pas pire, t'sais. Mais il y en a d'autres qui, effectivement, j'ai des étudiants qui me disent je veux devenir consultant, puis ils ne sont même pas sortis de l'école encore, puis ils vont sortir de l'école, ils vont écrire consultant stratégique. Écoute, tu as 22 ans, là, puis toi, là, tu vas faire du conseil stratégique, là, voyons donc, tu n'as rien vécu encore dans ta vie, là, t'sais. Mais bref, déjà, c'est un marché qui est mal foutu. Deuxièmement, si on prend les grosses agences, là, on ne les nommera pas, là, mais les grosses agences de pub, là, eux autres, ce qu'ils veulent dans la vie, c'est faire du cash. OK? Faire du cash, là, toi, là, tu vas gérer une campagne d'1 million, là, tu fais 30 là-dessus. Là. 30 c'est l'argent tabarnak, là, c'est 300 000. OK? Puis la campagne en 6 mois, merci, bonjour, là, c'est réglé. OK? C'est fait. OK? Maintenant, moi, ce que je valorise, c'est ce qu'on appelle le marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est que tu sais du contenu, puis tu le mets en ligne. Mettons que tu parles de 100 000 de contenu. 100 000 de contenu, c'est du contenu en sacrifice. C'est des heures et des heures et des heures. Puis il y a quelqu'un qui l'écrive, qui le lise, qui l'approuve, qui le met en ligne. Puis... Sauf que un billet de blog, ça a une durée de vie de 2 ans. Un statut Facebook, ça a une durée de vie de 5 heures. Déjà, il y a comme
un petit lac. Michel, j'allais dire, tu sais, tu me surprends. Laisse-moi finir. Vas-y, excuse-moi, vas-y. Fait que déjà, là, bon, pour les agents, c'est pas payant de faire ça. Parce que là, toi, là, ça ne tente pas de toffer là, pour 100 000. Tu as fait un temps un client, là, puis le facturer une fraction de ce coût-là. C'est pas payant pour toi. OK? Ça, déjà, c'est un des problèmes. Maintenant, si on parle de Google et Facebook, tu as remarqué que Google et Facebook, c'est eux autres qui fournissent leurs statistiques. Oh, c'est weird. Fait que là, toi, il faut déjà que tu prennes leurs statistiques qu'eux te donnent pour faire de la pub chez eux. Puis maintenant, la pub chez eux, il y a un grand spécialiste qui s'appelle Augustine Fou, FOU, de NY University, qui check la fraude par clic depuis 20 ans. Puis au moment où on se parle, là, la fraude par clic, c'est 50 puis on ne sait pas lequel des deux est le vrai. Ça veut dire que pour chaque dollar que tu mets en ligne, 50 ça va directement dans les poubelles de la fraude qui sert l'industrie pornographique, l'industrie de l'armement, le terrorisme, etc., etc. Puis pourquoi que Facebook et Google ne luttent pas contre ça? Ça te tente de perdre 50 de ton chiffre d'affaires? Hein? Donc, tu fais semblant que ça n'existe pas. C'est absolument scandaleux. À tel point que tu as des entreprises comme, ça doit vous dire quelque chose, Procter & Gamble. Procter & Gamble est une entreprise qui fait sans doute le plus de recherche marketing sur la planète. Ils ont coupé de 200 millions leur publicité numérique. Ça n'a pas affecté les ventes. Uber a coupé de 80 ses publicités numériques. Ça n'a pas eu aucun impact. Airbnb a coupé de 800 millions sa publicité numérique. Ça n'a eu aucun impact. Est-ce que la publicité numérique, c'est de la merde? Probablement. Ça ne veut pas dire de ne pas en faire. Ça veut dire d'être conscient des limites de ça. Puis si tu es prêt à ce que chaque 50 cents dans ta pièce aille dans la fraude, mais que c'est payant pour toi, que tu peux le prouver, tu peux le mesurer, continue de le faire. Sinon, commence donc à regarder à faire peut-être d'autres choses. Peut-être d'autres choses, c'est peut-être de revenir aux médias traditionnels, c'est peut-être d'investir dans les médias que tu visites réellement et que tu peux, à tout le moins, mesurer. Et c'est peut-être de faire du marketing de contenu. Mais ça, les gros concessionnaires, écoute, moi, j'avais un étudiant. J'aime ça. J'avais un étudiant. Moi, j'enseigne au niveau de la maîtrise, OK? Puis j'avais un étudiant qui avait pris mon cours, puis que lui, il était le directeur financier de l'Est du Canada pour un gros manufacturier, OK? Fait que ils sont dans un meeting avec une grosse agence, OK? Puis là, ils sont prêts à mettre une couple de millions sur la table à la grosse agence pour faire de la pub, OK? Puis lui, il avait suivi mon cours. Bon, dis-moi, j'ai des questions par rapport à la fraude par clic. J'ai suivi le cours de Mme Blanc, puis Augustine Fou. Puis là, 50 ça serait... Là, son boss se dit, toi, là, tu connais rien là-dedans. Non, jamais, l'agence a dit, êtes-vous en train de remettre en cause notre probité, puis notre qualité professionnelle? Fait que là, le boss, il embarque, puis il dit, là, tu connais rien là-dedans. Eux autres, là, c'est les spécialistes de la pub, là. Bon, écoute, apprends, puis laisse-les faire leur job. Fait qu'il a fermé sa gueule, puis ils ont placé leur couple de millions en publicité, TV, radio, whatever. Puis lui, ben, comme il m'avait quand même écouté, puis qu'il avait quand même accès aux petits concessionnaires, il est allé en voir un en région, puis il dit hey, pourquoi tu ne ferais pas de la pub? Tu ne regarderais pas faire de la pub, c'est les radios communautaires. Ah, radio communautaire, pourquoi pas? Surtout qu'en région, des fois, la radio ne rentre plus. La seule radio qui rentre, c'est la radio communautaire. Il s'est rendu compte que son budget mensuel de pub à la radio commerciale, c'était le budget annuel à la radio communautaire. À la radio communautaire. Puis sa pub, si elle tourne sans arrêt, puis les ventes ont augmenté avec un petit budget de pratiquement rien. Parce qu'en région, bien évidemment, radio communautaire, ça ne va pas rien que ça qu'il y a dans certaines régions. Okay? Fait que tu sais, le web, là, c'est quand même. Puis, tu sais, la pire affaire, c'est quand on commence à parler de programmatique. Programmatique, ça, c'est un site qui va automatiquement te placer de la pub. Puis pourquoi que ça continue? C'est parce que tout le monde est content. Le VP là, du gros manufacturier, là, il se pète les bretelles que sa pub a été vue 2 millions de fois.
Même si c'est faux, lui, il n'ira pas le dire à son boss. Hey, c'est faux, il n'a pas eu 2 millions. C'est même pas. Bon, puis l'agence, bien évidemment, les autres font 30% à ne pas faire grand-chose. Un coup que c'est programmé, ton Google AdWords, ça roule tout seul. C'est pas de la rocket science. Ça. Puis en plus de ça, bien évidemment, ils payent pour leur nom. Fait que si tu t'appelles Ford, tu achètes le mot Ford en plus. Tu sors des jouets naturellement, mais là, tu payes encore pour que le monde clique pour de l'inutile. On appelle ça du branding, imagine. Puis, bien évidemment, Google est bien content de ça. Puis Google, moi, quand j'ai commencé, c'était 20% de faux clics, il y a 20 ans. Okay? Puis déjà, Google disait, on travaille là-dessus, on travaille là-dessus, on travaille là-dessus. 20 ans plus tard, oh oui, on travaille là-dessus, on travaille là-dessus, on travaille là-dessus. Puis dans ce temps-là, tu as le gouvernement fédéral qui dit, hey, on va obliger Google et Facebook à donner 100 millions aux médias parce que les médias, ça ne va pas bien. La réalité, là, c'est que s'ils criminalisaient la fraude par clic, on ne parle pas de 100 millions, on parle de milliards. Puis il n'y aurait même pas besoin d'aider les médias traditionnels. Les médias traditionnels, ils vivraient très, très, très bien avec l'argent qui reviendrait naturellement parce que la fraude par clic est pas mal moins présente dans les médias traditionnels qu'elle l'est sur Google et Facebook. Fait qu'il y a bien des problèmes. Puis si on regarde là, dans l'ensemble des industries, qui vont pas bien en ligne, bien, l'industrie automobile, là, c'est une des pires. Et puis, c'est pas parce que le monde, ce sont des imbéciles, c'est parce que, un, ils ne connaissent pas, puis deux, il y a une structure, il y a un écosystème qui essaye de les gérer à l'os et qui ne leur donne aucune latitude de faire ce qu'ils voudraient faire. Alors, ils se font fourrer de tous les côtés. Une autre industrie qui ressemble à ça, puis vous irez voir vous-même, là, puis on va sortir l'automobile, peut-être ça va être moins blessant pour les gens qui s'écoutent. C'est l'industrie immobilière. Okay? Quand vous allez sur un site immobilier, là, Remax, Via Capital ou autre, avez-vous remarqué qu'ils ne parlent qu'aux acheteurs de maison? Avez-vous remarqué qu'ils ne parlent pas pantoute aux vendeurs de maison? Là, tu te dis, voyons, comment ça qu'ils ne parlent pas aux vendeurs de maison? C'est la moitié. Si tu vas avoir un listing, il faut qu'il y ait un vendeur. Inscrit, exact. Ouais. Comment ça que tu ne parles pas aux vendeurs? Les seuls qui parlent aux vendeurs, c'est du proprio. C'est ça que j'allais dire. Proprio direct, qui sont un autre modèle. Les autres ont comme allumé, il faut parler aux vendeurs, s'ils sont voir des maisons. T'sais. Mais ça, c'est parce que. Qui va en avoir une à acheter. Ça, c'est parce que traditionnellement, les courtiers, le secteur immobilier, c'est comme le secteur automobile, mais inversé. Là, dans le secteur automobile, c'est le concessionnaire qui a le power, puis c'est le vendeur qui est au bout de la ligne, mais qui a quand même un peu de power. Tandis que dans le secteur immobilier, c'est le courtier qui a du power. Après ça, tu as l'agence, puis après ça, tu as la bannière. Fait que la bannière, son client, c'est l'agence, puis l'agence, son client, c'est le courtier. Fait que le courtier, il dit non, tu ne serais pas au vendeur. Ça, c'est mon terrain à moi. Moi, j'ai le contrôle du vendeur. Écœurez-moi pas. Je ne veux pas que vous mettiez de vendeur en ligne. Alors, la réalité, là, c'est pas le marché qui devrait être efficace. La réalité, c'est que tu as des joueurs qui décident et qui entraînent un impact dans tout l'écosystème. T'sais? Dans l'automobile, c'est le manufacturier qui ne connaît rien au web puis qui fait confiance aux intermédiaires puis qui donne tout des mails d'intermédiaires. Dans l'immobilier, ben, c'est le courtier qui dit que moi pas, c'est moi qui ai le contrôle. Moi, je paye assez cher, je travaille assez cher pour aller chercher le vendeur. C'est moi qui ai le contrôle du vendeur, tu ne touches pas ça. Toi, tu as le listing d'attitude d'assort. Et même le listing, bien évidemment, avec Centris, qui est de plus en plus utilisé par tout le monde, ben là, même ton listing à toi, il devient un peu redondant et inutile parce qu'il y a déjà un ligne sur Centris, puis le monde, c'est avec ça qui magasine. Fait que, tu sais, il y a des industries que ça ne va pas bien en ligne à cause de situations historiques qui perdurent dans le temps. Puis parce que les gens, quand c'était le temps de faire un virage numérique, ils ne se sont pas adaptés. Puis souvent, ils ont fait confiance à des gens qui les ont fourrés. Puis ce qui est encore pire, puis tu sais, je pense que tu es au courant de ça, il y a la loi 25. La loi 25, c'est la loi du contrôle des données personnelles. Mais là, à un moment donné, là, Trader, là, mettons, qui vient de se faire acheter, là, mettons que Trader, là, il est hacké, puis que toutes les données personnelles là, sont pompées. On va toucher du bois, on va sauter que ça n'arrive pas. Là. Mais là, c'est pas rien que Trader qui va être dans le membre. C'est tous les concessionnaires qui vont dans le membre.
Ah, Michel, CDK, as-tu entendu parler dans les dernières semaines? CDK, ce que tu décris là, il est arrivé le scénario catastrophe. CDK, qui est un fournisseur de DMS, c'est un des plus gros en Amérique du Nord, le marché oligopole avec Reynolds et Reynolds. CDK a 15 000 concessionnaires en Amérique du Nord. Ils ont presque 50% des concessionnaires. Ils se sont fait hacker. Tout le monde a été down pendant presque 2-3 semaines jusqu'à un mois. Puis là, il y a des dealers qui disent « OK, ça c'est arrivé. Je me suis fait infiltrer. J'ai-tu eu des virus dans mon écosystème? Ça va-tu me péter dans 6 mois? » Tous les concessionnaires étaient dépendants de cette plateforme-là. Non, mais pas rien que ça. Ça va arriver encore. Là. Non, pas rien que ça. C'est est-ce que je vais me faire poursuivre? Parce que au Québec en particulier, le concessionnaire, qu'il le veuille ou pas, il a la responsabilité du contrôle des données personnelles. Puis là, il a transféré cette responsabilité-là à un joueur externe qui a fucké. Mais c'est lui qui est au bat, là. Moi, si j'ai acheté un char, j'étais le concessionnaire, puis que mes données personnelles, là, ils sont sortis, puis qu'il y a eu un scandale, c'est contre le concessionnaire que je vais revenir. Ce ne sera pas contre le C'est un bon point. C'est un très bon point, Michel, parce que c'est quand je discute, puis pour faire bien les affaires avec la loi 25 là, depuis 1 an et demi, pour accompagner les dealers, c'est leur responsabilité. Même s'ils n'ont presque aucun contrôle parce qu'ils ont outsourcé, ils ont délégué alentour, ou le manufacturier, ou les providers, je dis au concessionnaire, c'est toi qui es en relation avec le client. C'est toi qui, par le consentement que tu devrais avoir, c'est toi qui collectes les renseignements personnels du client. Fait qu'après ça, tu as beau avoir 25 fournisseurs, parce que ça peut chier. Tu as encore la responsabilité. Oui, ils vont en prendre des responsabilités, puis c'est ce qu'ils font, parce qu'il y a des recours et des affaires, je n'ose même pas imaginer, eux autres, là, avec des milliards. Mais le concessionnaire, ou n'importe quel autre business, comme tu disais, d'autres verticales, c'est moi qui ai la relation avec le client, c'est moi qui collecte les renseignements personnels. J'ai la responsabilité. Puis ils n'ont aucune conscience en ce moment de ce qui est même collecté, où c'est que ça passe, où c'est que ça va, qui fait quoi avec ça. Là, des situations comme ça arrivent, là, commencent à allumer malheureusement des lumières à bien des propriétaires qui ne s'étaient jamais posé de questions parce que, écoute, j'ai pris à peu près 22 notes, Michel. Là. Je vais avoir un plaisir fou à faire des clips parce que tu as dit un paquet de beaux petits gemmes, puis des gemmes en termes de diamants. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires dans les fraudes de Google, dans acheter son nom, dans se bêter un contre l'autre, dans les manufacturiers qui font ça, dans Augustine Fou aussi, c'est une des personnes que je suis puis que justement a mis en lumière le 50% à peu près de fraude dans les clics. Fait qu'à la base, c'est une bonne conscience à prendre. Ça ne veut pas dire que mon agence, elle me faut de 50%. Même si j'ai la meilleure agence au monde, j'engage Michel Blanc. C'est elle qui va gérer ma campagne. Là. Elle va être la plus bien intentionnée au monde. Elle va faire affaire dans l'écosystème de Google, dans laquelle il va y avoir ce système de 50% de clics, etc. Il y a certaines choses qu'on peut faire, mais je pense que tu l'as dit, le marketing de contenu, le marketing mix, d'être dans plusieurs canaux, d'être local, d'être où est-ce que mon audience allait, si je suis en région ou pas, de ne pas juste être dans le numérique, parce qu'on s'est fait à croire qu'on allait tout mesurer. C'est ça, là. Moi, je l'ai vécu, j'étais dealer au début 2000. On a le journal, la bande d'Arena, l'équipe de soccer, à radio, à TV, name it. Puis là, le web, Asti nous a promis, Michel, qu'on allait tout mesurer avec Google Analytics. Mais ouais, on n'avait pas compris ce qui se passait, là. Ah oui, ben moi-même, je disais, écoutez, mettez pas de la pub à tout le monde en parle, parce que sur 1,2 million de visiteurs, de spectateurs, il y en a combien qui se lèvent pour aller aux toilettes pendant la pub? On ne sait pas. Hein? Après ça, est arrivé l'enregistreur numérique personnel. Puis il y a combien de gens comme moi qui commençaient, tout le monde en parle à 9 heures, pour zapper les pubs à grande vitesse, puis écouter après. Fait qu'on disait, c'est de la merde. Au moins, le web, on le mesure. Les chiffres sont moins gros, mais on mesure. Hein? Sauf qu'effectivement, la mesure, elle a longtemps été à l'externe. Mais à un moment donné, Google a acheté le plus gros outil de mesure, puis c'est devenu à l'interne. Puis là, c'est devenu à l'interne. Il y a un petit conflit d'intérêts déjà. Tu sais. Écoute, il y a une poursuite là, de 4,5 milliards contre Facebook qui aurait boosté ses audiences de 400%. Les publicitaires ont dit, hey, là, ça suffit, là, on poursuit 4,5 milliards aux États-Unis. Là, puis là, quand tu dis les audiences, là, pour bien comprendre, Michel, parce que je l'ai vu passer rapidement, mais puis pour les concessionnaires et les business, c'est pas tant les agences qui ont fait l'arnaque qu'ils se sont fait jouer le tour par Facebook. C'est que Facebook, les données qu'ils nous donnaient, par exemple, l'audience, le nombre de vues ou
peu importe le métrique, ces métriques-là étaient gonflées artificiellement. Donc, on mentait aux agences, donc au business directement. Tout le monde se faisait avoir. C'est à peu près Tout ça. à fait. Tout à fait. Fait que, tu sais, c'est vraiment un secteur tordu. OK? Ça ne veut pas dire de ne pas être là. Ça veut dire d'être conscient des limites de la patente. Tu sais? Et voilà. Puis l'autre affaire aussi que les gens ne semblent pas réaliser, là, c'est que c'est des enchères. Ça veut dire que quand le concessionnaire bide contre l'association des concessionnaires qui bide contre le concessionnaire, tabarnak. Eux autres, là, ils font monter le prix d'un clic de façon hallucinante. Je te donne un exemple de ça. Moi, j'avais un de mes chums là, qui gérait pour 1 million de Google AdWords au Québec. C'est le plus gros compte au Québec. Pour une institution financière. OK? La première institution financière là, qui est allée sur Google AdWords, là, elle achetait le mot REER, R-E-E-R, Régime enregistré d'épargne retraite. Pour des scènes, probablement, au début. Pour des scènes, puis écoute, pour son million, là, il y en avait pour son argent, pas à peu près. Qu'est-ce que Google a fait? Ils ont invité le VP de la banque en Californie, puis hey, regarde nos bureaux, regarde comment c'est beau, regarde on est Google, etc., etc. Pourquoi tu passes avec ton petit indépendant puis que tu ne me donnes pas ton million, moi, je gérerai pour toi, tu sais. Puis le gars, bien évidemment, c'est un gars qui est honnête. Puis il a dit non, je suis très, très satisfait de mon fournisseur. Je vais rester avec mon fournisseur. Qu'est-ce que Google a fait? Google a fait un beau business case qui est allé présenter à toutes les autres banques. Hey, pour 1 million, là, tu vas avoir tant de clics, tu vas vendre tant de rires. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les banques se sont mis à acheter REER. Le prix a monté de même. Alors, le rendement a baissé de même. Fait que la première banque qui avait mis ses jeux dans ce panier-là, elle a dit Google AdWords, c'est de la merde, je décrise de là, je vais laisser les autres se battre, c'est pour des peanuts, puis ils vont faire d'autres sortes de pubs. Alors, c'est ça, Google. Puis c'est ça, là, le mot Ford, là, tout le monde qui se bat pour le mot Ford, ou le mot Toyota, ou le mot Nissan, ou le mot whatever. Eux autres, là, ils augmentent l'enchère, mais ils ne mesurent pas vraiment sur le retour l'investissement parce qu'ils disent hey, c'est du branding. C'est du branding. Qui ne connaît pas le mot Ford? Tu n'as pas besoin de payer pour faire connaître le mot Ford. Tu as besoin de payer pour faire connaître peut-être la marque de char, puis peut-être les services que tu as à faire, mais le mot Ford, on s'entend que c'est un petit peu connu. T'sais. Fait que le monde qui continue de payer une fortune pour du branding, ben, c'est des imbéciles. T'sais. Il veut dire, ils garochent des centaines de millions aussi dans un puits sans fin, dont la valeur même diminue parce que tout le monde qui est dans ta gang de Ford ou de Nissan ou de BMW fait la même style d'affaires. Totalement. Donc, l'enchère augmente. Puis qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben, Google fait des milliards. Puis Google, il fait tout pour ça, Michel, parce que c'est Google qui va former puis qui va donner les livres blancs puis justement les beaux case studies aux agences. Les agences à Toronto qui vont gérer les manufacturiers. Puis là, tu disais, mettons, tu sais, un Ford F-150, un pick-up. Bien là, tu vas avoir GM qui va en acheter pour son modèle, puis tu vas avoir Chrysler qui va en acheter, puis Toyota. Fait que là, tu as 6 autres manufacturiers aussi qui bettent sur la compétition. Fait que là, tu as déjà comme 5, 6, 7 comptes majeurs nationaux avec quelques dollars probablement. Après ça, ils disent aux dealers, hey, mettez-vous là-dedans aussi, là. C'est n'importe quoi. Tout le monde bête sur la même affaire. Au final, le dealer aussi, comme tu as dit tantôt, Michel, d'acheter son propre nom. Tu sais, comme arrêtez ça. Ton nom, il va sortir naturellement ou ton Google Business Profile. Paye pas pour ton nom. C'est sûr que tu vas avoir des clics, tu vas avoir un beau rapport, bien de la conversion. Est-ce que c'est ton nom? C'est sûr que le monde va cliquer, ils te cherchaient. Puis bien souvent, c'est pour prendre un rendez-vous au service, c'est même pas pour acheter un véhicule. Là. Fait que, tu sais, il y a tellement de merde là-dedans. Il y a tellement de scandales qui font pas scandale parce que tout le monde se protège le cul. Puis tout le monde est content. Même Facebook, tu sais, moi, le nombre de gens qui me disent Facebook, je vais ouvrir une page Facebook, puis ça va être miraculeux, là, le téléphone va sonner. Réalise pas que à cause du EdgeRank, qui est l'algorithme de Facebook, ta page, elle sera, premièrement, tu ne feras pas d'acquisition de clients parce que pour qu'on voie ta page, il faut d'abord qu'on t'aime. Hein? Fait que comment qu'on te trouve si on ne t'aime pas d'abord? Déjà, il y a un petit problème. Maintenant, si on t'aime, mettons que tu as 1000 fans, OK? Et que tu es vraiment, vraiment, vraiment bon dans tes contenus, là,
Ça veut dire que tes contenus vont être exposés naturellement, peut-être à 10%. Fait que sur 1000 fans, là, tu vas peut-être parler à 100 personnes. OK? Puis dans ces 100 personnes-là, il y en a peut-être la moitié qui c'est tes employés. OK? Bon, fait que c'est bien de l'effort pour pas grand-chose. Maintenant, comment tu fais pour justement aller chercher ce 10%-là? Ou comment tu fais pour être bon? Bien, moi, c'est ça que j'enseigne. Demain, je donne mon premier cours de la session à HEC et je commence en disant, quand vous êtes en ligne, êtes-vous intéressé ou intéressant? Si t'es intéressé, t'écœures tout le monde. Si t'es intéressant, t'intéresses tout le monde. Puis ça, là, la plupart des entreprises, ils font ce qu'on appelle du narcissisme communicationnel. Ouais. Mon produit, moi, mon produit, moi, mon produit. Aucun intérêt. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être intéressant? Parle de ton sujet. Si tu parles de ton sujet, tu deviens passionnant. Si tu parles de toi, t'écoeures tout le monde. Alors, comment tu fais pour parler de ton sujet? Je vais vous donner un exemple. Lululemon. Lululemon, c'est une compagnie qui vend des pantalons stretchy qui coûtent la peau des fesses. OK? Fait qu'ils se faisaient rien de parler de pantalons stretchy qui coûtent la peau des fesses, ça écœurait tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils parlent de nutrition, ils parlent d'activité physique, ils parlent de course. De tout sauf ça. C'est ça. Puis une fois de temps en temps, ben, ils disent, hey, by the way, nos pantalons stretchy, ben là, ils sont en spécial. Ben là, il y a du monde pour cliquer et aller voir. Mais ils ont monté une ligne éditoriale intéressante et les gens sont intéressés par des contenus intéressants. Pire que ça, leurs magasins, un coup qu'ils sont fermés, ça devient des centres de yoga. Ah, quelle bonne idée! Fait que là, toi, quand tu t'en vas faire des lotus pendant 1 heure en face d'un t-shirt, tu commences à te trouver bon en crise, ce t-shirt. Le lendemain, tu retournes, tu l'achètes, le t-shirt. En plus, si tu as fait le cours de yoga, tu as 10% de rabais sûrement sur un achat le lendemain. Là. Ben ouais. C'est qu'ils font les concessionnaires automobiles le soir quand ça ferme. Michel, j'ai essayé, quand j'étais concessionnaire, j'étais une quinzaine d'années en concession. Je n'ai pas été propriétaire, fait que je n'ai jamais pu le faire. Mais dans les propositions que je faisais, c'est un club. Sors les chars, amène un DJ, un artiste local, un musicien local, fais des salles d'exposition pour des vernissages. Tu as des grandes salles de Taj Mahal que les manufacturiers t'ont fait bâtir à coût de plusieurs millions. Ils ne sont pas utilisés. Tu sais, on va faire des levées de fonds, on va faire les collectes de sang. Il y a beaucoup d'implications des concessionnaires. Mais comme le soir ou tout ça, c'est la même affaire. Puis pour tous les business, puis j'aime bien la phrase, tu sais, intéressé, intéressant. Je trouve que ça résume bien l'essence de ce que devrait être une stratégie de création de contenu pour n'importe quel type d'entreprise. Puis comme tu as dit, Michel, si tu veux être présent, ils se calissent de toi. Ils se calissent de ton... Non, ils ne parlent pas de leurs choses. Jamais ils parlent du monde qui sont dans les choses. Ils parlent des gens, parlent du What's in it for me, mais ne parlent pas de toi. C'est quelque chose qui est vrai depuis toujours, depuis très longtemps. Puis presque personne le met en application. Puis quand je regarde ça, Michel, les manufacturiers sont pour en cause parce que c'est eux autres qui drivent les publicités, les co-ops. Puis là, c'est des publicités de le paiement, puis le taux d'intérêt, puis c'est du tactique, puis tout est drivé, puis la même image. Le concessionnaire ou n'importe quel business dans son industrie, ça devrait être why buy here? Pourquoi acheter chez moi? Pourquoi tu devrais acheter de moi? Ce produit-là que j'ai, là, que je te vends, je sais qu'il peut être disponible ailleurs. Pourquoi c'est de moi que tu devrais l'acheter? Il n'y a personne qui fait ça, ou pratiquement pas. Tout à fait. Il y a une autre affaire niaiseuse, là. Il y a combien qui sont ouverts le samedi pour le service? Toi, tu as un char, tu as une job, si tu travailles. Il faut que tu perdes une journée pour aller faire ton changement d'huile ou changement de pneu. Pourquoi c'est pas ouvert le samedi et le dimanche? Tu sais? Ouais. Bon, fait que, tu sais, je veux dire, le service client, là, oh, service client, ben oui, oh, service client. Le client, il travaille la semaine. Tu fais quoi pour lui? Ouais. Bref, c'est. On va faire l'avocat du diable, m'a dit qu'il manque de mécaniciens et de techniciens, mais tu as raison sur le point. L'industrie automobile, il manque de mécaniciens. Les fins de semaine, c'est particulier, hein? Ben, tu sais, il y en a une couple qui sont ouverts le samedi, puis ils ont du monde en crème. Puis fait que tu sais, c'est une industrie qui est sclérosée. C'est une industrie dont la personne la plus importante est le vendeur, au lieu que ce soit les clients. Puis où les décisions sont prises par le manufacturier qui est déconnecté du marché.
puis où les agences et les intermédiaires ont tout le pouvoir et convainc les hauts dirigeants de garrocher des dizaines de millions dans des stratégies inutiles, puis qui vont enrichir ces intermédiaires-là, qui en plus de ça sont aussi directement et indirectement tes compétiteurs. Alors, tu payes pour améliorer tes compétiteurs. Ça n'a pas de bon Michel, sens. tu sais, puis c'est 100% vrai. Puis moi, j'ai la même lecture, malheureusement. C'est pas tout le monde qui l'a. Puis, mais avant qu'on se quitte, il nous reste du temps, mais des pistes de solutions ou de l'espoir, est-ce qu'il y en a? Y a-tu espoir dans l'industrie? À moins, tu sais, de. Écoute, je te le dis quasiment en sachant la réponse, malheureusement, mais attends, qu'est-ce que ça prendrait, selon toi, pour shaker assez l'industrie pour qu'il y ait une réelle transformation? Ce que ça prendrait, c'est des très hauts dirigeants manufacturiers qui se réveillent. Parce que c'est eux autres qui ont le power, puis c'est eux autres qui prennent les décisions, puis c'est eux autres qui drivent l'industrie, puis eux autres, tant qu'ils dorment au gaz, puis qu'ils ne veulent pas se salir les mains en se mettant les mains dans le moteur du numérique, puis en connaissant tout le monde autour des autres, là, et en faisant confiance à des soi-disant grosses agences reconnues nationalement, ben, ils vont continuer à se faire fourrer, puis ils vont entraîner des dépenses hallucinantes dans un gouffre sans fin d'illusions de performance. Fait que c'est triste. Puis le pire, c'est que quand il y a des petits concessionnaires, il y a des concessionnaires qui sont bien allumés et qui veulent, ben là, ils ont des roadblocks de l'association des concessionnaires, du manufacturier, puis ils se font taper ses doigts, puis ils se font pointer, puis tout est un fouteur de trouble, puis tu ne suis pas nos politiques, puis il faudrait que tu suives nos politiques, que tu fasses comme tout le monde, puis on va gérer tes statistiques à ta place, parce que nous autres, on connaît ça, puis etc., etc. C'est scandaleux. Mais tu sais, je veux dire, tant que la tête dirigeante ne comprendra pas, puis je ne sais pas s'il y en a qui t'écoutent, j'en doute, là, mais mettons qu'il y en a qui t'écoutent, là. Il y en a que oui, puis je fais le message parce que je leur dis pas mal depuis plusieurs années aussi. Ben, tant que les autres ne se réveilleront pas, à un moment donné, là, il y a Tesla là, qui fait mal. Là, mais ils viennent chambarder, eux autres. Je pense qu'ils vont peut-être être un des éléments qui va faire allumer, comme tu dis, la direction. Moi, j'appelle ça à Toronto, là, les maisons mères, là, les manufacturiers qui sont avec les grosses agences. Parce qu'il y a ça un peu, Michel. Tu sais, on jase, là. Ils sont tous avec des grosses agences dans les plus grosses. Malheureusement, ces agences-là, je ne veux pas leur prêter d'intention, je ne les connais pas. Je crois à la bonté humaine. Regarde, ils sont là pour faire du cash. C'est la même affaire avec les trois lettres au Québec, les CGI, LGS, DMR. Là, je veux dire, ça coûte des milliards. Ça ne marche pas. Vous avez vu, notre informatique, elle ne marche pas. Bon, puis, tu sais, moi, j'avais déjà dit, moi, mon mémoire de maîtrise, là, ça portait sur une affaire qui s'appelle les web services. Ça, c'est une série de standards qui permettent l'interopérabilité entre les langages de programmation puis entre les applications d'affaires. Okay? Puis ça, là, ça fait 20 ans de ça, là. Tu avais Citibank, qui est une très, très, très grosse banque américaine, qui, pour sa place de marché, qui transigeait des milliards par jour, avait fait City Connect, qui était des web services, pour permettre des échanges de milliards à chaque jour. 20 ans plus tard, Godin de CGI, il dit on ne peut pas faire de web service au Québec parce que les chèques de BS ne sortiront pas. Voyons, tabarnak, ça n'a pas de bon sens. Et moi, je vais demander à un VP, voyons, les web services, vous connaissez ça, pourquoi vous n'en faites pas? Il dit écoute, Michel, nous autres, notre mission dans la vie, ce n'est pas faire de l'éducation, c'est de faire du cash. Ah. Alors, pourquoi de faire de quoi 10 millions qui marchent quand je peux faire de quoi 800 millions qui ne marchent pas? Okay? Bon. En gros, c'est le même problème. Le poêle me frise. Tu as le même problème avec la publicité numérique. C'est exactement la même affaire. Pourquoi faire de quoi de 2 millions aussi, qui fait un tabou épouvantable quand je peux faire de quoi à 20 millions aussi qui me rapporte 30 puis que je me pogne le cul et que ça va bien. On n'est pas assez nombreux et nombreuses à vouloir éduquer, à vouloir renseigner, puis que ce soit dans la cybersécurité, la programmation, le marketing numérique, peu importe les domaines, puis le Québec aurait grandement besoin d'écouter ces experts et expertes-là indépendants et indépendants au lieu des grosses firmes.
Parce que l'intérêt qui est le consommateur, c'est là que ça part pas. Quand tu pars d'en bas et que tu as le consommateur en premier, puis tu bâtis ton affaire, ça devrait bien aller. Tu sais, tu disais les manufacturiers. Vas-y. Je regarde VinFast, par exemple. VinFast, là, on va faire ça en ligne. Tu regardes, évidemment, Tesla, mais là, il y a les Chinois qui s'en viennent, que là, on a décidé qu'on taxait 100%. Mais les Chinois arrivent, là. À un moment donné, ce qui fait que le monde bouge, là, c'est quand ils sont vraiment dans le marbre. Là, les concessionnaires ne sont pas encore dans le marbre. Ils ne sont pas assis dans le marbre. Ils ne savent pas, Michel. Puis les manufacturiers non plus. T'sais. Fait que là, tant que ça va bien, là, puis bon, regarde, là, on fait nos petits concours de vendeurs, puis on leur donne des conseils, puis non, ça va bien. Hey, c'est inquiétant, les véhicules chinois, là, les gouvernements, puis là, ici aussi, de taxer de 100%. Si on laisse flotter ça, puis là, en Europe, c'est les mêmes constats. Si on laisse rentrer les véhicules chinois qui vont coûter 2, 3, 4, 5 fois moins cher, c'est comme game over. Là, on va donner notre marché à des véhicules qui sont construits. Ben là, ils ont fait des usines au Mexique pour contourner les règles de libre-échange et de tout ça, mais ils ont 50% de la production de véhicules quasiment mondiale, puis les véhicules électriques, les BYD et les autres de ce monde. Ça, c'est une inquiétude énorme. Puis, tu sais, tantôt, je t'ai posé la question, Michel, je n'y avais pas pensé. Ce qui va peut-être faire allumer les manufacturiers, peut-être qu'ils vont s'allumer ensemble, c'est contre ce marché-là qui s'en vient, puis qu'ils vont peut-être un peu comme l'industrie du taxi a peut-être fait à Uber, se faire shaker par un externe, puis de dire hey, il faudrait peut-être qu'on revoie nos affaires. Puis, c'est la même affaire, si on revient à l'immobilier, là, les agences immobilières traditionnelles ne bougeront pas tant que ça fera pas mal. Puis là, ça commence à faire mal à Toronto parce qu'il y a un nouveau joueur qui s'appelle, je pense, c'est Red Brick. OK. Puis les autres, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils prennent un secteur, puis ils disent ce secteur-là, on met 3 courtiers qui connaissent à fond le secteur et on coupe la commission de manière drastique, puis on parle aux vendeurs et aux acheteurs en ligne. Fait qu'ils sont en train de rentrer bien fort dans le corps des agences traditionnelles parce que leur modèle économique est différent. Leur modèle de distribution numérique est extrêmement pertinent. Ce qui fait que là, les autres, là, ce qu'ils faisaient avant en ligne, là, ben là, ça marche de moins en moins. Là, puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que, tu sais, moi, je suis allé donner une conférence pour Royal Canin, qui appartient à Mars, la plus grosse compagnie alimentaire du monde, qui ont acheté les Français. Royal Canin, c'est la nourriture pour chiens haut de gamme. Okay? Puis ils m'ont engagé pour aller parler aux 45 dirigeants des 45 pays où ils sont. Parce que, tu sais, c'est con, là, mais, tu sais, les Français, eux autres, ils pensaient que c'était le chien qui décidait qu'est-ce qu'il mangeait, tu sais. Tandis que les Américains ont dit, non, c'est pas le chien qui décide, c'est le consommateur qui décide. Là, Michel, tu vas aller les brainwasher puis qu'ils comprennent que c'est le consommateur qui décide, tu sais. Puis, tu sais, il y avait toute une question de, tu sais, si on se vend... si on vend dans les supermarchés, est-ce qu'on va se cannibaliser, puis etc., etc. Puis, tu sais, il y a eu une grosse question. Là, moi, j'arrive avec le meilleur modèle, je vais finir là-dessus. Là. Le meilleur modèle, là, j'ai dit, c'est Lego. Lego, ils ont ouvert les magasins Lego. Pourtant, Lego est vendu dans tous les commerces de détail de la planète. Puis, ils ont dit, on va se cannibaliser nous autres mêmes. Okay? En plus de ça, si on revient au marketing de contenu, moi, je me posais des questions, je suis grand-mère. Mon petit-fils, là, de 5 ans à 9 ans, tout ce qu'il voulait pour Noël et sa fête, c'était des Legos. Comment ça qu'il veut des Legos tant que ça? C'est interdit de faire de la pub au Canada aux enfants. Pourtant, mon petit-fils, il veut du Lego. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec? Ah, marketing de contenu. Le samedi matin, il écoute 2 heures de Lego. Il écoute Batman Lego, Superman Lego, Lego Construction, Lego Spider-Man. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut du Lego. C'est pas de la pub, c'est du contenu. Ils font des émissions. Puis ce contenu-là, Lego, le premier film Lego avait rapporté 650 millions, puis il avait coûté 80 millions. Wow. Puis bon an, mal an, ils rapportent à peu près 1,5 milliard de revenus avec leur contenu. Fait que une compagnie qui a failli faire faillite, puis qui s'est réaligné sur ses propres valeurs qu'ils étaient, puis en marketing de contenu, les stratégies avec les associations,
C'est tellement de belles histoires, puis c'est vrai. Je vais vous en conter un autre, là, rien que pour la question d'allumer les manufacturiers. Là. Toi, tu vas chez Costco. Oui. Fait que tu reçois Costco Connexion. Ma femme, ouais. As-tu déjà fêté Costco Connexion? Moi, non. OK. Costco Connexion, là, à peu près une quarantaine de pages, où il parle de toutes sortes de styles d'affaires. Mais il y a une page qui parle de Costco, l'employé du mois, puis le mot du président. Là. Mais les 19 autres pages, là, ils vont te montrer comment faire un jardin, comment faire ta comptabilité, comment monter une terrasse. Ils parlent du contexte d'utilisation de leurs produits, mais ils ne parlent pas de leurs produits. Voilà. Okay? Mais il y a 20 pages de pub par magazine. Tu commences à se faire une page de pub? Ah, ça doit coûter cher. Combien? Une clientèle Costco, oh my God, je ne veux pas dire un prix. Attends une minute. Ça, c'est Costco Canada? Mettons, non, mettons Costco USA, mettons. Ah, c'est 1 million. On va dire 1 million. 1 million, non, je fais exprès pour dire zéro, mais parce que j'allais dire 100 000, 150 000, Michel, honnêtement, comme valeur. 210 000. La page. Puis normalement, un éditeur, un des gros, mettons Harper, Bazer, les gros éditeurs, là, quand ils ont topé le 20 000, là, c'est pas mal ça. Là, fait que les autres, là, 210 000 la page fois 20. Fait que leur Costco Connexion, là, c'est une dépense ou c'est un revenu? Oui, c'est un revenu, là. C'est un méchant revenu. Ils doivent se battre, les 19 annonceurs, parce que tu n'en as pas 400 pages dedans, tu en as juste 19. Oui, tu en as 20. Fait que, puis 20, la première, puis la dernière, elle vaut encore plus cher, évidemment. Fait que, il y en a plein d'autres exemples de même. Là. Mais c'est ça, vous faites quoi de votre marketing? Vous faites quoi de vos stratégies numériques? Vous faites quoi de votre écosystème? Vous faites quoi de votre client? Comment vous sécurisez les données de votre client? Comment vous contrôlez ces données-là pour faire la deuxième, la troisième vente, puis vous assurer de la qualité du service client, autre que d'envoyer des fameux SMS pour demander « Étais-tu content de venir à mon magasin cette semaine? » Puis, hey, bon, puis t'écœures le client à le têter, est-ce que tu dises que t'es bon? Qu'est-ce que tu fais pour être vraiment bon, là? Que le client ait vraiment le goût d'aller sur les médias sociaux puis de dire à tout le monde à quel point tu es bon. Et pire que ça, qui est payé pour checker ce que le monde dit sur les médias sociaux, qui peut être une information capitale pour t'aider à vendre plus de chars et à améliorer ton service? Personne, bon. Fait que, mettons qu'il y a encore de la place à l'amélioration. Oui. Tu viens dans les 35 dernières secondes, peut-être il y en a qui ne s'en sont pas rendus compte, mais de donner 7-8 conseils extrêmement majeurs et pertinents. Oui, mais ils ne le feront pas, c'est pourquoi? Parce qu'un conseil gratuit, c'est un conseil qui ne vaut rien. Il va falloir que je te paye. Je vais te payer, je vais trouver une façon de te payer pour que ce conseil-là. Puis tu as raison, puis malheureusement, j'en rajouterai pas là-dessus, mais c'est vrai. Puis c'est triste. Puis il y en a même des fois, tu vas leur échanger ce constat-là, ils vont en être conscients, mais ils vont rester dans l'inaction. Puis ça me fait encore plus de peine. J'ai des amis qui ont des concessionnaires automobiles. C'est comme ça fait pas encore assez mal. Tu l'as dit, Michel, puis c'est ça. La loi 25, il n'y a pas eu de grosse tape sur les doigts, les incidents de confidentialité, la protection des données, peu importe c'est quoi, le marketing, la publicité, de reprendre le contrôle de ces médias sociaux, de faire de la veille, tu sais, un peu beaucoup de choses que tu as dites. Ils se doivent d'apprendre puis de comprendre ces détails-là, puis de reprendre le contrôle sur leur marketing, de poser les bonnes questions à leurs 20-25 fournisseurs et partenaires de leur écosystème. Moi, c'est ce que je fais comme consultant pour les accompagner. À chaque fois que c'est fait, que les propriétaires ont plus, tu sais, mettons, là, ils vont t'engager, ils vont aller suivre ton cours ou quand lire ton blog, quand je vais prendre de la connaissance puis apprendre, j'ai une meilleure relation avec mes partenaires puis mes fournisseurs. Après, il y a une relation de plus long terme. C'est ça, mon fournisseur de site web ou un autre qui fait mon Google Ads, hein? Il n'y a rien de parfait. Mais si je comprends avec un paquet d'affaires que tu dis, puis on a cette conversation-là avec mon agence, le discours est différent à la fin du mois quand tu vas me montrer mon rapport avec les Google Analytics puis tout. On va prendre ça avec le temps. Puis mesurer, mais mesurer aussi avec des outils qui sont neutres. Parce que, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que est-ce qu'on parle, par exemple, de Google Analytics pour les sites web? Entre autres.
Mesure-les à l'externe. Puis, même numéro de téléphone différent. Tu sais, quand tu fais de la pub à différents endroits, puis c'est tout le temps le même numéro de téléphone, si tu mets. Ça, c'est un vieux truc, là, du marketing direct. Là. Tu sais, les émissions de TV plates, là, pendant une demi-heure, ils essayent de vendre un gugus, puis ils disent téléphonez à tel numéro et demandez le téléphoniste 2233. Ben ça, innocent téléphoniste 2233. Le 2233, c'est pour dire. Quelle émission? Infopub-là qui a passé à telle heure, elle a-tu punché ou elle n'a pas punché? La deuxième mesure, c'est un coup qu'ils ont téléphoné, ils ont-tu acheté ou ils n'ont pas acheté? Ça, c'est ce qu'on appelle la conversion. Fait que si tu fais un panneau routier, mets un numéro de téléphone, radio, un autre numéro de téléphone, TV, un autre numéro de téléphone. Après ça, tu vas pouvoir dire, là, mon marketing, est-tu bon ou il n'est pas bon? Puis, le téléphone, il sonne-tu ou il ne sonne pas? Ou, tu sais, montrer cette pub-là pour avoir un tapis gratis, ben là, il sort le tapis ou il ne sort pas. T'sais. Puis je peux te confirmer que ça fonctionne, Michel, pour l'avoir fait il y a une quinzaine d'années dans mon concessionnaire, puis il m'a fait taper ses doigts. Parce que là, le problème que j'ai, tu sais quoi? Ça me coûtait 10-15$ par ligne. Fait que là, ça me coûtait 5, 6, 700$ par mois à un moment donné, Christy, pour avoir des numéros de téléphone, parce que je voulais traquer toutes mes sources, médias sociaux et autres, Arena, puis je voulais avoir des numéros différents, juste pour mesurer. Ah, mais là, ça coûte 500$ par mois. Ce qui s'est passé à un moment donné, bon, on a coupé à 4-5 numéros, puis on a gardé ça à 4-5. Ça, c'est un autre problème. C'est fogné IP aujourd'hui, c'est pas compliqué. Là. Maintenant, exactement. À l'époque, c'était une autre affaire. Hey, Michel, je dois malheureusement, parce que je veux te libérer, je sais que ton temps est très précieux, puis peut-être aussi que je veux me garder pour avoir le privilège de te réinviter une autre fois. Je veux dire, la belle heure que je viens de passer, il y a énormément de matériel. J'ai beaucoup de contenu que je vais partager avec l'audience et avec les concessionnaires parce que il y a plein de petites pépites. Si les gens ils veulent communiquer avec toi, LinkedIn, michelblanc.com, si je ne m'abuse. Oui, ça, au monde, si vous cherchez Michel Blanc et que vous ne me trouvez pas, vous ne méritez pas de m'appeler. Je mérite pas. Je le prends, j'aime bien ça. Ça te fait un premier filtre. T'as bien raison, c'est un bon. M-I-C-H-E-L-L-E, espace blanc. Si tu ne me trouves pas, ben, je suis poche. Puis, non, si tu ne me trouves pas, t'es poche, mais t'es trop poche pour avoir besoin de moi. Je pourrais pas t'aider. C'est moi qui ne fais pas bien mon travail. Je peux juste te dire, Michel, quand on écrit Michel Blanc, on te trouve parce que tu es très présente, le blog, les vidéos, les interventions à la radio, le bon cœur que tu as d'accepter l'invitation à un podcast comme aujourd'hui pour te donner généreusement des conseils. Puis toute ta science, puis je t'ai entendu dans une autre entrevue, hein, tu disais, puis c'est la même chose pour moi, je fais la création de contenu, des articles, des podcasts. Pourquoi tu m'engages? Parce que tout ce que je vais t'apprendre, on l'a déjà écrit, on l'a déjà dit. C'est un peu la même dynamique. J'encourage ceux et celles, concessionnaires ou autres business, qui voulaient prendre en main votre destinée, de faire affaire avec des vrais experts et pas moi. Parce que moi, je ne suis pas allé donner une conférence à 55 chefs d'entreprise des États-Unis du monde. Je ne suis pas là. Michel, communiquer avec elle. Michel, je ne sais pas si en terminant, je peux te laisser la parole ou un petit mot, c'est quelque chose que tu veux rajouter. Merci de ton invitation, Dominique, puis au plaisir de te croiser, peut-être chez un client commun. Sait-on jamais? Qui sait, je vais de ce pas faire un vœu pour ça et j'espère bien te croiser. Merci à tout le monde d'avoir été présent et présente à cet autre et magnifique épisode du podcast E2FM entre deux fins de mois. C'était Michel Blanc. Je vous dis à la prochaine. Considérez-vous comme salué. Bonne journée. Faut savoir agir entre deux fins de mois.